Les opérations qui ont été menées par la Russie en Crimée ne sont pas conformes au droit international, c'est un fait. Ils sont intervenus militairement, ils ont organisé un référendum avec la présence de soldats russes en Crimée. On ne peut pas dire que ce soit conforme au droit international, ça c'est un fait. Le problème qu'il se pose, c'est que auparavant, il y avait eu l'action des États-Unis d'Amérique en Ukraine, dans le cadre de la déstabilisation du régime de Viktor Yanukovych, qu'ils ont décidé le 20 novembre, lorsque le président Yanukovych, qui avait été élu d'ailleurs, l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, avait envoyé des observateurs, avait considéré que l'élection de Yanukovych avait été fiable. Donc Yanukovych était un homme qui avait été élu de façon selon les règles constitutionnelles. En Ukraine, le pro-russe Viktor Yanukovych aurait remporté l'élection présidentielle selon des résultats provisoires. Mais son adversaire, Yulia Tymoshenko, refuse pour l'heure de concéder sa défaite. Pour la presse ukrainienne, l'échec du camp orange est sans surprise après les crises à répétition au sommet de l'État et la déroute économique. Flore Doucet. La révolution orange est bel et bien enterrée. Place au bleu, la couleur de la complicité avec la Grande Russie, couleur de Viktor Yanukovych. Sa victoire semble acquise. Du coup, ce matin, un brin de nostalgie soviétique flottait dans l'air. Il était d'ailleurs très bien cet homme, puisque, en tout cas considéré comme très bien par les États-Unis et par les pays de l'Union européenne, parce qu'il avait prévu négocier l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Donc tout allait très bien dans ce petit monde. C'était un homme corrompu qui piquait dans la caisse, mais le prédécesseur, c'était pareil. Yushchenko, qui était prétendument pro-occidental, et puis les successeurs, c'est lui-même Akabi. En attendant, donc tout était très bien dans le meilleur des mondes, jusqu'au 20 novembre, lorsque Yanukovych a passé un accord. Il a rencontré Vladimir Poutine, et Vladimir Poutine a décidé que la Russie allait vendre à l'Ukraine son gaz 15% moins cher. Il y a peut-être eu des à-côtés que l'on ne connaît pas, qui ont fait plaisir à M. Yanukovych. En tout cas, Yanukovych, à ce moment-là, a décidé d'interrompre et d'arrêter processus d'adhésion à l'Union européenne, à l'OTAN. Cette poignée de main entre les présidents russes et ukrainiens est loin de faire l'unanimité. Vladimir Poutine vient pourtant d'accorder une aide précieuse à son voisin Viktor Yanukovych, dont le pays est à la peine économiquement. Moscou accorde l'équivalent de 11 milliards d'euros et baisse dans le même temps le tarif du gaz vendu à Kiev. Et c'est à ce moment-là que d'un seul coup, on a sorti de son chapeau, M. Bernard-Henri Lévy, qui s'est répandu sur toutes les ondes françaises et internationales pour expliquer qu'Yanukovych était un dictateur qui violait les droits de l'homme. Vous avez presque seul mis en fuite Yanukovych. Vous avez, avec un sang-froid digne des grands peuples, remporté une victoire historique sur la tyrannie. Résultat, vous n'êtes pas seulement des Européens, vous êtes les meilleurs des Européens. Parce que pour la première fois dans l'histoire, des jeunes sont morts en serrant dans leurs bras le drapeau étoilé de l'Europe. Et c'est à ce moment-là que les pays occidentaux, les États-Unis en tête, ont décidé la déstabilisation du régime. C'est pas moi qui l'invente. On a tous entendu cette captation de téléphone, de conversation téléphonique entre Victoria Nuland, qui est la sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères du gouvernement américain, et puis l'ambassadeur des États-Unis à Kiev, où elle expliquait qui est-ce que le gouvernement américain souhaitait mettre au pouvoir. What do you think? I think we're in play. The Klitschko piece is obviously the complicated electron here, especially the announcement of him as deputy prime minister. And you've seen some of my notes on the troubles in the marriage right now, so we're trying to get a read really fast on where he is on this stuff. But I think your argument to him, which you'll need to make, I think that's the next phone call we want to set up, is exactly the one you made to Yachts. And I'm glad you sort of put him on the spot on where he fits in this scenario. And I'm very glad he said what he said in response. Good.
So I don't think Klitsch should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. Yeah, I mean, I guess you think what in terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. I'm just thinking in terms of sort of the process moving ahead, we want to keep the moderate Democrats together. The problem is going to be Tony Book and his guys. And, you know, I'm sure that's part of what Yanukovych is calculating on all of this. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, you know, what he needs is Klitsch and Tony Book on the outside. He needs to be talking to them 4 times a week, you know. I just think Klitsch going in, he's going to be at that level working for Yatsenyuk. It's just not going to work. Yeah, no, I think that's right. Okay, good. Well, do you want us to try to set up a call with him as the next step? My understanding from that call, but you tell me, was that the big three were going into their own meeting, and that Yats was going to offer in that context a three-way, you know, the 3+1 conversation or 3+2 with you. Is that not how you understood it? No, I mean, that's what he proposed, but I think just knowing the dynamic that's been with them where Klitschko has been the top dog, he's going to take a while to show up for whatever meeting they've got. He's probably talking to his guys at this point. So I think you reaching out directly to him helps with the personality management among the three, and it gives you also a chance to move fast on all this stuff and put us behind it before they all sit down and he explains why he doesn't like it. Okay, good. I'm happy. Why don't you reach out to him and see if he wants to talk before or after? Okay, will do. Thanks. Okay, I've now written, one more wrinkle for you, Jeff. Yeah. I can't remember if I told you this or if I only told Washington this, that when I talked to Jeff Feltman this morning, he had a new name for the UN guy, Robert Seri. Did I write you that this morning? Yeah, okay. I saw that. He's now gotten both Seri and Ban Ki-moon to agree that Seri could come in Monday or Tuesday. Okay. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, you know, fuck the EU. No, exactly. And I think we've got to do something to make it stick together, because you can be pretty sure that if it does start to gain altitude, the Russians will be working behind the scenes to try to torpedo it. And again, the fact that this is out there right now, I'm still trying to figure out in my mind why Yanukovych did that. But in the meantime, there's a Party of Regions faction meeting going on right now, and I'm sure there's a lively argument going on in that group at this point. But anyway, we could land jelly side up on this one if we move fast. So let me work on Klitschko, and if you can just keep, I think we want to try to get somebody with an international personality to come out here and help to midwife this thing. And then the other issue is some kind of outreach to Yanukovych, but we can probably regroup on that tomorrow as we see how things start to fall into place. So on that piece, Jeff, when I wrote the note, Sullivan's come back to me, VFR, saying you need Biden, and I said probably tomorrow for an attaboy and to get the deets to stick. So okay. Biden's willing. Okay, great. All right. Thanks. Donc ça, qui a commencé? C'est quand même les États-Unis d'Amérique avec leur supplétif et qui ont violé l'article 2 de la Charte des Nations Unies. Voilà. Donc, certes, la Russie a violé le droit international, mais ceux qui ont commencé par violer le droit international, c'est d'abord les États-Unis. Alors, une fois qu'on est dans ce genre de situation, à ce moment-là, quand tout le monde piétine le droit international, bien évidemment, c'est à chacun va se rejeter la responsabilité. Ce que j'observe, c'est qu'en termes historiques, la Crimée a toujours été, enfin depuis très longtemps, l'Ukraine déjà de façon générale est dans l'orbite russe depuis des siècles. Il y avait le traité de Péréoslav de 1654 qui était le rattachement quasiment de l'Ukraine à la Russie. Et la Crimée, elle, était encore plus russe, si j'ose dire, avait été conquise au XVIIIe siècle, c'était la Crimée. Lorsque vous vous baladez dans les rues les villes de France, vous avez des boulevards de Sébastopol ou des rues de Sébastopol, ou des places de l'Alma, il faut savoir que ou des rues ou des places de Crimée, il faut savoir que tout ceci fait référence à la guerre de 1854 menée conjointement par les Anglais, les Français et les Turcs ottomans contre l'Empire des Tsars, contre Nicolas Ier.
Et donc, lorsque les Français se sont battus à Sébastopol ou à l'Alma, au fort de l'Alma, en face d'eux, c'était pas des Ukrainiens qu'ils avaient, c'était les troupes du tsar, c'était des Russes. Donc, en fait, la Crimée est une terre russe depuis très très longtemps. Et c'est à l'occasion du tricentenaire du traité de Péréoslav de 1654 dont je parlais tout à l'heure, en 1954, que Khrouchtchev a décidé de faire un geste, dont ensuite les Russes se sont mordus les doigts, qui était de donner la Crimée, comme ça, c'est une espèce de gratuité, de donner la Crimée à la République socialiste soviétique d'Ukraine et de la détacher de la République socialiste, enfin la Fédération de Russie. En 1954, Nikita Khrouchtchev, le leader soviétique, décide le rattachement de la Crimée à l'Ukraine. Un cadeau pour célébrer le 300e anniversaire de l'union entre la Russie et l'Ukraine. À l'époque, personne n'imaginait que l'URSS s'effondrerait et l'Ukraine prendrait son indépendance avec la Crimée dans ses frontières. Alors évidemment, à l'époque, en 1954, on sortait, c'était un an après la mort de Staline, personne ne pouvait imaginer que l'Union soviétique puisse un jour éclater et que l'Ukraine puisse un jour devenir un État indépendant séparé de la Russie. C'est pourtant ce qui est arrivé. Or, en Ukraine, en Crimée, qui est une terre russe, russophone, peuplée de Russes et peuplée de gens parlant le russe, et qui a été depuis très très longtemps une terre russe, il y a en plus de ça le port de Sébastopol, où il y a des installations militaires de toute première importance pour la flotte militaire russe. Et puis il y a également un certain nombre d'infrastructures industrielles, notamment touchant au domaine militaire russe. Donc il est assez évident que mettre la main sur l'Ukraine, puisque c'est ça que cherchent les États-Unis, en faisant que l'Ukraine entre dans l'Union européenne et dans l'OTAN, c'est en fait agréger l'Ukraine au glacis géopolitique américain, c'est inacceptable pour la Russie. D'ailleurs, c'est Zbigniew Brzezinski, qui a été conseiller diplomatique du président Carter, qui a écrit tout ceci dans un ouvrage qui s'appelle Le Grand Échiquier. Il a expliqué justement que si la Russie perd l'Ukraine, là, c'en est fini, de la Russie ne peut plus être une grande puissance. C'était un peu expéditif, parce qu'il faut quand même pas oublier les immenses réserves encore à découvrir d'ailleurs de la Sibérie centrale et de la Sibérie orientale, sans compter de l'Arctique. Mais il n'en demeure pas moins que Sébastopol et la Crimée sont le seul port en mer chaude dont dispose la Russie. Donc vouloir retirer la Crimée à la Russie, c'était évidemment un chiffon rouge que ne pouvait pas accepter le régime russe, quel qu'il soit, sauf si ça avait été un régime totalement corrompu et aux mains de l'Occident. Pas plus d'ailleurs que les Américains n'avaient pu tolérer que soient installés des missiles, des fusées, comme on disait à l'époque, en 1961 à Cuba. Autre dossier brûlant, Cuba, désormais dans l'orbite communiste, où Castro intensifie une propagande violemment anti-américaine. Le Pentagone et la CIA estiment qu'il y a danger pour les intérêts américains. Kennedy donne alors le feu vert à une opération préparée sous Eisenhower, un débarquement dans la baie des Cochons. Le résultat est une catastrophe. Kennedy et son équipe en endossent toute la responsabilité. Castro exulte, son prestige grandit. Il s'affiche avec Khrouchtchev, c'est l'euphorie, jusqu'à ce que surgisse la crise des fusées. En octobre 1962, le Pentagone révèle avec photo à l'appui que des missiles soviétiques ont été installés à Cuba avec leur base de lancement. Kennedy dénonce à la télévision une très grave menace pour le continent américain. Il prend deux mesures. Tous les navires se rendant à Cuba seront contrôlés par la marine américaine et mis en quarantaine de Cuba. Mais des navires soviétiques approchent des côtes cubaines. L'URSS et Cuba réagissent immédiatement en saisissant l'ONU et en annonçant la mise en état d'alerte de leurs forces. À Cuba, les missiles seront opérationnels dans quelques jours. La tension est à son comble. Kennedy est inébranlable. Il exige le démontage des fusées. Le risque d'un affrontement nucléaire est majeur. Le sort du monde se joue dans le bureau de Kennedy. La Troisième Guerre mondiale est peut-être imminente. Si Khrouchtchev ne cède pas, Kennedy déclenchera les hostilités. Le dimanche 28 octobre au matin, Khrouchtchev cède. Les armes seront démontées, les bateaux font demi-tour, les avions rentrent à leur base. On a frôlé une tragédie mondiale.
Donc, en résumé et en conclusion, oui, la Russie a violé le droit international avec l'affaire de la Crimée. Elle est intervenue dans des affaires intérieures d'un autre État. Mais 2, ce n'est pas elle qui a commencé, ce sont les États-Unis. 3, les États-Unis ont voulu déstabiliser le régime russe pour justement, c'est une attaque, c'est une guerre en fait, qui ne dit pas son nom, contre la Russie. Il est donc tout à fait normal que la Russie ait réagi. Ajoutons quand même, et c'est quand même un point tout à fait essentiel, que l'écrasante majorité de la population vivant en Crimée souhaitait le rattachement à la Russie. Et ça, même si les observateurs occidentaux tournent autour du pot, mais c'est quand même la vérité. Voilà. De fait, depuis 1991, il y a une sorte d'ukrainisation. Petit à petit, on nous force à apprendre l'ukrainien. Mais moi, je ne veux pas de la langue ukrainienne. Là, ce sont nos défenseurs, nos frères slaves qui sont arrivés. Ils sont venus défendre leurs frères slaves, pas pour de l'argent, mais juste pour leur âme, leur sang, leur conscience. J'ai vécu en URSS et à cette époque, on ne manquait de rien. Maintenant, il n'y a plus de travail, on n'a plus de salaire, on n'a plus rien. Alors maintenant, s'agissant du reste de l'Ukraine, vous avez vu qu'il y a eu une élection là, de M. Polomorenko, qui est un oligarque ukrainien qui a été élu président de la République. Quelques 36 millions d'Ukrainiens étaient appelés aux urnes dimanche pour désigner leur nouveau président, parmi 19 prétendants. Selon un sondage de sortie des urnes, le milliardaire pro-occidental Petro Porochenko obtient une large victoire dès le premier tour, avec près de 56% des suffrages. Âgé de 48 ans, l'homme d'affaires a participé au gouvernement issu de la révolution orange, puis à celui de Viktor Yanukovych, le président destitué fin février. Petro Porochenko s'est exprimé dimanche soir. Priorité pour le futur chef de l'État, rétablir le dialogue avec Moscou et mettre fin à l'insurrection des séparatistes pro-russes dans l'est du pays. For those who take in the weapons, but not using that, we are ready to introduce the amnesty law. The only condition for using the amnesty law, 2 conditions. It's just no blood and disarmament. Selon le dernier sondage, Petro Porochenko est en tête devant l'égérie de la révolution orange, Yulia Tymoshenko, qui n'obtient que 13% des voix. Le scrutin a été marqué par une forte participation, sauf dans l'Est, contrôlée par les séparatistes pro-russes. Près de 5 millions d'électeurs ont eu des difficultés pour voter. Je trouve quelque chose d'assez cocasse dans les événements. Il y a presque une espèce de pied de nez que nous donnent les événements. C'est que, à quelques milliers de kilomètres, il vient de se passer à peu près 2 événements, pas exactement identiques, mais qui présentent pas mal de points de comparaison. Et c'est l'élection présidentielle en Ukraine et l'élection présidentielle en Syrie. Et puisque, dans un cas comme dans l'autre, il y a eu une élection dans un pays qui est un pays à feu et à sang, la Syrie d'un côté, l'Ukraine de l'autre. Dans un cas comme dans l'autre, il y a une partie de la population qui est en rupture ouverte avec le pouvoir central. Et il y a une opposition en Syrie qui a été d'ailleurs très largement financée, subventionnée, armée par les États-Unis et par l'OTAN, notamment par l'intermédiaire de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Il y a d'ailleurs toute une série de mercenaires, de takfiristes, c'est-à-dire des musulmans fanatiques venus de tout le monde musulman, qui sont en fait des mercenaires payés par le Qatar pour essayer de déstabiliser la Syrie. Lever l'embargo sur les armes en Syrie pour pouvoir armer les rebelles, c'est la demande faite par le Royaume-Uni et la France à leurs partenaires européens. Profitant du sommet, ils ont imposé le sujet. Il sera discuté en fin de semaine prochaine par les ministres des Affaires étrangères. Cela fait 2 ans que le drame se produit. S'ajoutent les armes qui sont livrées. Et j'estime que l'Europe doit prendre cette décision dans les prochaines semaines.
Et puis il faut quand même faire attention à qui on va distribuer des armes. Vous savez que nous avons déjà un tout petit peu armé les djihadistes de Syrie, c'est-à-dire les cousins de ceux contre lesquels on va lutter en Irak. Moi, je ne comprends plus rien dans la politique étrangère de la France menée au Moyen-Orient. On a l'impression qu'on a Laurel et Hardy, à savoir M. Obama et M. Hollande, et qu'il faut absolument n'importe quoi. Et puis alors en Ukraine, eh bien vous savez que alors la Crimée, j'en ai parlé, mais la partie orientale de l'Ukraine est très très majoritairement peuplée de russophones ou de gens de nationalité russe et qui n'acceptent pas le régime actuel, qui est un régime issu d'un coup d'État et inconstitutionnel qui est à Kiev. Ça n'est pas parce qu'il est soutenu par Washington et par l'Union européenne que ça fait du régime actuel de Kiev un régime constitutionnel. Je rappelle aussi qu'il y a d'ailleurs dans le gouvernement actuel de Kiev des membres du parti Svoboda, qui est le parti national-socialiste, les néo-nazis ukrainiens. C'est compliqué. Ce monsieur est le président du parti Svoboda Liberté, qui a donc le tiers des sièges du gouvernement ukrainien. On le voit faire un très joli salut nazi. Le même monsieur a été mis en 2012 dans le top 10 des antisémites du centre Simon Wiesenthal. Il était avec les Iraniens. Pourquoi ? Parce qu'il a gentiment déclaré, ce monsieur, qu'il fallait purger 400 000 juifs en Ukraine. Il fallait s'attaquer à la mafia juive moscovite. En 2005, il fait une lettre ouverte où il dit qu'il faut stopper les activités criminelles de la juiverie organisée. En 2012, le quart des députés israéliens, 25% de la Knesset, écrit à Martin Schulz au niveau du Parlement européen en disant il ne faut pas s'associer avec ce parti-là qui est un parti néo-nazi. Qu'est-ce qu'on a vu il y a 3 semaines ? On voit Laurent Fabius qui le rencontre et qui négocie avec... Mais c'est quoi ce délire ? C'est ça nos valeurs au niveau de l'Union européenne ? Vous n'excusez pas les propos du leader de Svoboda qui tient des propos extrêmement antisémites. Oui. Donc quand on accuse ce gouvernement d'être d'extrême droite, c'est faux. C'est faux quand même. Et le national-socialisme, le fascisme, l'antisémitisme, étaient du côté des Berkouts et de Yanukovych. Donc, on a intérêt à stabiliser le pourtour de l'Union européenne, c'est très important. On a intérêt à ne pas se laisser reproduire un drame de type Yougoslavie, mais ça a un coût, et le coût, on a décidé de l'assumer, après l'avoir évalué. Mais sur les approches... Excusez-moi, le 13 décembre 2012, vous l'avez voté, la résolution qui condamnait Svoboda au Parlement européen ? Le parti néo-nazi, si vous l'avez voté, c'est-à-dire le Parlement européen a dit à ce moment-là qu'on ne... attendez, un gouvernement néo-nazi en Ukraine... Ça m'intéresse pas. C'est une anecdote. Cet homme en costume foncé est le président de la télévision nationale ukrainienne. Des hommes ont investi son bureau et l'ont forcé à signer sa démission. Et ses assaillants sont des membres du Parlement, des députés du parti d'extrême droite Svoboda. Le patron de la télévision, déjà en fonction sous Yanukovych, était connu pour pratiquer la censure. Il n'empêche que la méthode est plutôt musclée. Alors, ce qui est assez cocasse dans cette histoire, c'est que s'agissant de l'élection présidentielle en Syrie, où Bachar el-Assad a été réélu avec quelque chose comme 78 je crois même plus, 88 ou 90% des suffrages, mais avec 70% de taux de participation, parce qu'il y a des régions entières qui ne sont pas là, les États-Unis et l'Union européenne ont crié au scandale, à la mascarade, etc. Et puis en revanche, pour l'affaire ukrainienne, l'élection ukrainienne qui s'est déroulée dans des conditions qui ne sont finalement pas si éloignées des conditions dans lesquelles elles se sont tenues en Syrie, alors là, le nouveau président ukrainien a droit aux honneurs du président Obama, qui l'a reçu, félicité, lui a dit qu'il était soutenu par les États-Unis. C'est le point d'orgue de la visite du président ukrainien en Amérique du Nord, cette poignée de main avec Barack Obama ce jeudi dans le bureau ovale, le signe du soutien de Washington à Kiev, et c'est justement ce qu'était venu chercher Petro Poroshenko. Barack Obama a clairement fustigé, je cite, l'agression russe dans l'est de l'Ukraine, tout en plaidant pour une solution diplomatique. À son hôte, il a fait remarquer le soutien manifesté par les élus américains au Congrès. Le peuple américain est aux côtés du peuple ukrainien, a ajouté Barack Obama. Plus tôt dans la journée, le président ukrainien a été effectivement chaleureusement accueilli au Congrès. Petro Poroshenko a dit attendre des États-Unis une aide militaire pour faire face aux groupes séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Voilà, donc tout ça pour dire quoi ? Pour dire que cette affaire de référendum en Crimée, l'affaire de l'élection présidentielle en Ukraine, l'affaire de l'élection présidentielle en Syrie,
ne peuvent pas être analysés si l'on oublie l'arrière-plan géopolitique qu'il y a derrière, c'est-à-dire une lutte vraiment extrêmement dure maintenant qu'il y a entre les États-Unis d'Amérique et puis leur glacis géopolitique qui s'appelle l'Union européenne d'un côté, avec l'OTAN comme force militaire, et puis de l'autre côté, la Russie avec la force militaire russe, Russie qui est en plein renouveau, en plein redressement, et Russie qui agglutine d'ailleurs à elle non seulement la Biélorussie et certains pays, certaines anciennes républiques d'Asie centrale, mais aussi, dans le cadre de la coopération de Shanghai, est de plus en plus liée, notamment à la Chine. C'est des questions de haute géopolitique. On ne peut pas se laisser mener par le bout du nez par les médias occidentaux, en particulier français, qui racontent aux Français des salades pour éviter de leur expliquer le dessous des cartes.